Bonsoir, Belgrade défie l'Europe. Les dirigeants yougoslaves, serbes en fait, se moquent et du cessez-le-feu et des injonctions de l'Europe des 12. Leur armée poursuit son offensive contre la Croatie et s'attaque directement à Zagreb. Des missiles sol-sol ont été tirés contre la capitale croate et le palais présidentiel a été touché. Jean-Paul Giroir. Zagreb, il est un peu plus de 15 heures. Une première roquette touche les abords de la cathédrale. Aussitôt après, c'est l'immeuble de la présidence croate, les bureaux de Franjo Tudjman, qui sont la cible de l'aviation fédérale. L'attaque a fait plusieurs blessés. La guerre au cœur de Zagreb, c'est la concrétisation de la menace proférée un peu plus tôt par le général Raseta, le patron des troupes fédérales en Croatie. Selon lui, les autorités croates trahissent toutes leurs promesses de cessez-le-feu et de déblocage des casernes. Pour les fédéraux, l'attaque et la prise du camp de Samobor constituent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après une nuit de combat, les Croates ont obtenu la reddition de cette caserne proche de Zagreb. Ils se sont emparés de l'important stock d'armes qui s'y trouvait. Réplique de Franjo Tudjman, nous ne pouvons rester les bras croisés face à l'intensification de l'offensive fédérale. Le président croate a plaidé pour l'envoi d'une force d'interposition internationale, 15 à 30 000 hommes. La France à elle seule pourrait le faire, a-t-il précisé. Le président croate a aussi rappelé que son pays se considère pleinement indépendant à partir de ce soir minuit, un pays totalement en feu. Les combats se poursuivent avec la même violence autour de Vukovar et Osijek en Slavonie et sur les ports de Zadar et Dubrovnik, entre autres. Dans Zagreb, aux rues totalement désertées, de nombreux Croates s'apprêtent à vivre leur âge de l'indépendance, terrés au fond des... Et l'on va rejoindre en direct à Zagreb même notre envoyé spécial Hervé Guéquière pour avoir une idée, Hervé, du climat qui règne dans la capitale croate ce soir. Eh bien, c'est avant tout l'effet de surprise à Zagreb. Bien sûr, depuis quelques jours, les alertes se succèdent. Mais de là, imaginez un bombardement en plein centre-ville. Revenons un peu au fait, cela s'est passé donc peu après 15 heures au cœur de la vieille ville, à Kaptol. Hervé, la liaison a été coupée à l'instant. On va faire une seconde tentative pour avoir à nouveau par téléphone, évidemment, notre envoyé spécial Hervé Guéquière. Vous m'entendez ? Paul, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on a appris, Hervé, que le président Tudjman, croate, se trouvait dans le palais présidentiel avec peut-être d'autres dirigeants au moment de l'attaque. Oui, tout à fait. Il y avait Stipe Mesic et Ante Markovic. Et c'est un véritable miracle. Personne n'a été blessé, ni le président Tudjman, ni Stipe Mesic, ni Ante Markovic. Donc il s'agirait de 4 missiles air-sol guidés qui ont été largués de 2 avions à haute altitude. Bien sûr, on parle aussi de missiles sol-sol, c'est très difficile à vérifier quelques heures après l'explosion. Mais moi j'ai comme information 4 missiles air-sol. Il pourrait s'agir d'avions de fabrication soviétique MiG-29. Un des missiles a par ailleurs touché une maison et là non plus il n'y a pas eu de victimes. Bien sûr il y a eu quelques blessés mais pas de morts. En tout cas, pour le palais présidentiel, j'y suis allé il y a quelques minutes. Le palais est pratiquement détruit à l'intérieur et même à l'extérieur. Et c'est une vision un peu d'apocalypse en plein cœur du centre-ville de Zagreb. Hervé, est-ce que les Croates ont les moyens de résister à l'armée fédérale? Eh bien, très difficilement, parce que sur tous les fronts, aussi bien en Slavonie, aussi bien sur la côte d'Almaty que près de Zagreb, ils n'ont pas les moyens militaires de résister car ils ont encore très peu d'armes, malgré les armes qu'ils ont pu récupérer auprès des fédéraux lorsqu'ils ont pris des casernes. Ils n'ont pas non plus d'armes anti-aériennes. C'est pour cela que les avions, finalement, peuvent survoler très facilement des villes comme Zagreb ou des villes comme Dubrovnik ou Vukovar. Merci Hervé, on vous retrouvera évidemment au cours de nos autres éditions. Vous l'avez dit, les Serbes tentent de s'imposer par la force et par les armes, mais la volonté d'indépendance de la Croatie et d'autres républiques est telle qu'ils auront du mal. La Slovénie donne l'exemple. La Slovénie qui, après un moratoire de 3 mois, va proclamer officiellement son indépendance ce soir. Et à l'inverse de la Croatie, cette séparation de la fédération yougoslave se passe plutôt bien. Les Slovènes sont déjà prêts à assumer cette nouvelle liberté. Hélène Frandon. L'indépendance slovène, c'est donc pour ce soir. Mais dans les faits, la Slovénie est déjà passée à l'acte depuis le 25 juin, date de sa proclamation d'indépendance. Premier volet, un accord avec l'armée fédérale passé en juillet. Il prévoit le retrait progressif des troupes jusqu'au 18 octobre. Deuxième volet, les symboles d'un État indépendant.
Une frontière bien gardée, les premiers postes sont déjà en construction. Des passeports qui transforment les ressortissants non slovènes en étrangers. Et surtout, une monnaie. Exit le dinar yougoslave. En attendant la monnaie nationale convertible, des bons de remplacement ont déjà été imprimés. Reste le problème de l'indépendance économique. La Slovénie, république la plus développée de la fédération, ne peut se passer du marché yougoslave, encore moins du marché mondial. Or, depuis les affrontements de cet été, les exportations ont chuté. Conclusion, tant que la communauté internationale ne l'aura pas reconnue, l'indépendance slovène restera théorique et bien fragile. Les preneurs d'otages au Liban jouent toujours avec les nerfs de leurs victimes et de leurs familles. Une cassette vidéo de Terry Anderson, détenu depuis 6 ans, a été diffusée. Il paraît être en bonne santé, mais ses ravisseurs exigent, en échange d'un geste de leur part, la libération de plusieurs centaines de militants arabes détenus par Israël. L'ONU continue son pressing sur Saddam Hussein. Après l'émission à Bagdad sur le programme nucléaire, les experts de l'ONU s'attaquent maintenant aux supercanons du numéro 1 irakien. Non seulement ils l'ont localisé, mais ils les ont en partie détruits aujourd'hui. Explication de Pierre Babet. Entre leur destruction aujourd'hui même par les experts de l'ONU et leur découverte en pièces détachées dans une manufacture anglaise, les supercanons de Bagdad n'auront vécu que 18 mois sans jamais tirer une seule munition. Découverts presque par hasard aux forges de Sheffield, ces tubes fondus en aciers spéciaux avaient intrigué dès le départ industriels et spécialistes de l'armement. S'agissait-il d'inoffensifs éléments de complexes pétrochimiques ou de pièces d'un projet dément, une artillerie de 350 voire 1000 mm et de supercanons de 150 mètres de long? Des armes aussi démesurées avaient déjà été construites par le passé dans des proportions plus modestes. De la grosse Bertha au canon de Navarone, en passant par un incroyable projet américain que seule l'irruption des missiles avait fait avorter. Réalisation de prestige à l'efficacité militaire douteuse, ces canons n'auraient de toute façon pas pu résister une seule minute à l'œil impitoyable des satellites espions. En France, si vous souffrez d'insomnie ou d'anxiété, sachez que vous ne pourrez plus prendre indéfiniment vos tranquillisants. La durée de la prescription est désormais limitée. Le but, c'est de limiter surtout les inconvénients et même les dangers de ces produits. Chaque année, 17 000 personnes se retrouvent en effet à l'hôpital pour avoir abusé de ces tranquillisants. Explication sur ces mesures avec Jean-Pierre Quinson. La prescription d'un anxiolytique ou d'un hypnotique, une situation courante en médecine de ville. Désormais, une ordonnance contenant un de ces produits ne pourra plus être renouvelée par un pharmacien au-delà de la 4e semaine s'il s'agit d'un hypnotique, au-delà de 3 mois pour un tranquillisant. Si le patient veut en racheter, il devra reconsulter son médecin qui devra lui prescrire une nouvelle ordonnance. Une décision plutôt bien accueillie par le corps médical. C'est une très bonne méthode pour sensibiliser le public à ce problème qu'il ne faut pas trop en prendre, que ces produits ont des effets nocifs. On va donc avoir des questions. À ces questions, on va pouvoir répondre. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça ne vous gênera pas dans votre exercice? Ça va me gêner un petit peu au début, mais vu que ça va sensibiliser énormément le public, je pense que ça va dans le bon sens. C'est une bonne chose. C'est un autre avantage, c'est que comme les gens viendront plus souvent, ça va multiplier les actes, donc ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Bien sûr, mais ce n'est pas là le problème, je pense. Actuellement, les Français sont les premiers consommateurs mondiaux de ce type de produit, très loin devant les Belges et les Italiens. Ils en ont acheté 175 millions de boîtes en 1990. Ces nouvelles dispositions, qui concernent 26 somnifères et 22 anxiolytiques, notamment le Valium et le Temesta, devraient aboutir à une baisse globale de cette consommation. Les infirmières aimeraient bien que le ministre de la Santé, si attentif à la santé précisément de ses concitoyens, se montre aussi prévenant à leur égard. Elles ne souffrent ni d'insomnie ni d'anxiété, mais tout simplement, disent-elles, de l'indifférence. Depuis 5 jours, malgré le silence du gouvernement, en dépit du froid, et même si elles ne sont pas très nombreuses, les infirmières tiennent bon. Non seulement elles campent toujours devant le ministère des Affaires sociales, mais elles veulent intensifier leur mouvement. Béatrice Nivois et Joseph Tual. Malgré le soleil, elles prennent leurs précautions. Elles, les infirmières assemblées en sit-in depuis 5 jours, bientôt 5 nuits, elles se relaient entre l'hôpital et ce bout de trottoir. Une petite délégation a été reçue ce matin par un membre du ministère. Rien n'a abouti. Alors elles campent toujours, déterminées à faire valoir leur profession par une hausse de leur salaire et l'augmentation des effectifs. Moins nombreuses aujourd'hui, on peut les croire fatiguées de ces conditions d'attente. Pas du tout, car leur revendication a trouvé un bon écho auprès du public. Une solidarité de la part des riverains quand même, qui sont venus nous offrir du café, des croissants. Et un
peu une solitude, mais bon, les autorités étant, ne voulant pas un peu écouter nos revendications qui sont tout à fait légitimes, je pense qu'on est tous des malades en puissance et c'est à tout le monde de nous donner leur soutien. Ici, on sait aussi que la mobilisation est de plus en plus forte dans les hôpitaux. On espère que jeudi, l'appel à un rassemblement géant devant le ministère sera suivi, même par les patrons. Ils sont solidaires parce qu'ils sont conscients qu'on souffre et qu'ils ont besoin de nous et que la santé se fait aussi par nous, quoi. Les blouses blanches disent qu'elles ont encore le moral, même si elles se penchent depuis plusieurs années à leur propre chevet. Libération rejoint le Canard enchaîné dans la rubrique dite des plombiers. Le journal de Serge Julie a aussi le sien. Il a été surpris en flagrant délit sur le palier de l'appartement de deux de nos confrères, Philippe Kieffer et Marie-Ève Chamard. Difficile encore de savoir qui a commandité ces écoutes et pourquoi, mais l'affaire pourrait bien rebondir et révéler que d'autres personnalités étaient surveillées par le biais de leur ligne téléphonique. Pour le moment, le suspect est en garde à vue, muet. Il devrait être déféré au parquet très prochainement. Reportage Clément Veillerenal. Hier matin, la police judiciaire interpelle boulevard Beaumarchais un détective privé en bleu de travail. Interpellation en flagrant délit, l'homme est en train de récupérer la cassette d'un magnétophone miniature. L'appareil est branché sur la ligne téléphonique de deux journalistes de Libération, Marie-Ève Chamard et Philippe Kieffer. La police avait été prévenue quelques jours auparavant par les deux journalistes qui avaient découvert presque par hasard le mécanisme d'écoute. Le magnéto était de cette taille à peu près, il était encastré à l'intérieur du compteur. On s'est aperçu très vite que quand on composait notre numéro de téléphone ou que nous décrochions notre appareil, le système d'enregistrement se mettait immédiatement en route. Marie-Ève Chamard et Philippe Kieffer, spécialistes des médias, mettent actuellement la dernière main à un livre consacré à la guerre féroce que se livrent au sein du PAF les chaînes de télévision commerciales et publiques. Qui alors avait intérêt à mettre sur écoute permanente le couple de journalistes? Question pour le moment sans réponse. Écoutez, on travaille pour ce livre comme on travaille pour le journal, c'est-à-dire dans la plus grande transparence. Je ne vois pas, il n'y a pas de scandale en vue, je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait spécialement écouter les conversations téléphoniques qu'on aurait peut-être avec des correspondants pour le livre. L'homme interpellé et dont l'identité n'a pas été révélée refuse ce soir d'indiquer aux enquêteurs le nom des commanditaires de cette mystérieuse mise sur écoute. Les policiers ont par ailleurs saisi dans la voiture de l'individu d'autres cassettes dont le décryptage permettra peut-être d'en savoir un peu plus. L'histoire qui suit est digne d'un roman de Bazin, mais ce n'est pas une fiction. Joël Penel est jugé à partir d'aujourd'hui aux assises du Var pour avoir accompagné, si j'ose dire, jusqu'à sa mort, une vieille dame très riche. Joël Penel, la principale accusée, risque la prison à perpétuité. C'est elle qui aurait enfermé Madame de Canson pour s'emparer de ses richesses. Mais en fait, si on a pu faire la lumière sur toute cette affaire, c'est grâce à l'obstination d'une autre vieille dame, la sœur de Madame de Canson. Reportage à Draguignan, Albert Ripamonti et Christophe Hérault. Depuis 3 ans, Jeanne Deschamps attend ce jour, attend la confrontation. À 86 ans, elle réclame justice et veut savoir comment sa sœur Suzanne a pu mourir dans un tel état de délabrement. Dans le box, celle qu'elle considère comme la principale responsable, Joël Penel, ancienne tenancière de bar. Dame de compagnie de Suzanne de Canson, Joël Penel est accusée, avec son homme à tout faire, Dominique Lafarge, et un ancien avocat, Robert Boissonnet, d'avoir séquestré la vieille dame et l'avoir laissée mourir, tout cela pour s'emparer de son fabuleux héritage. Quel souvenir vous avez de Madame de Canson? Qu'elle était très squelettique, disons. Hein. Voilà, je la vois toujours très amaigrie. Est-ce qu'elle a été maltraitée, selon vous? Écoutez, je vais vous dire, quand on est enfermé, on peut dire qu'on est maltraité, hein, quand on est enfermé à clé. Pour la défense, cette femme de ménage, ce témoin surprise, n'a pas été entendu par le juge d'instruction, d'où cette interrogation. Si elle a vu de tels spectacles, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'est-elle pas allée à la police? Pourquoi n'est-elle pas allée à la gendarmerie? Pourquoi n'est-elle pas allée à la DAS, etc. J'en passe et des meilleurs. Il y a dans ce dossier des zones d'ombre énormes. Ce procès, qui doit durer 3 semaines, a démarré sur un faux départ. 3 heures de retard par la faute d'un juré qui refusait obstinément de déférer à la convocation de la justice. Il a fallu lui envoyer les gendarmes. 3 heures de retard. Pendant ce temps, les magistrats, les avocats, la partie civile et les témoins qui attendaient, c'est aussi cela, le malaise de la justice. Les habitants de Saint-Herblain en Loire-Atlantique respirent ce soir. L'incendie du dépôt de carburant a été éteint en début d'après-midi. 5 personnes ont été tout de même blessées.
L'environnement est décidément la une des préoccupations des Français. Pour preuve, le référendum sur l'étang de Berre. Le résultat est impressionnant, 95% contre la centrale d'EDF et la participation massive. Mais EDF ne veut pas céder. Pas question de fermer la centrale de Saint-Chamas. Une réunion de concertation est pourtant prévue prochainement au ministère de l'Industrie. Jean-Louis Vincent et René Plouton. Berre-l'Étang est l'une des 12 communes qui a participé hier au référendum. Ici, 62% des électeurs se sont prononcés pour l'arrêt des rejets d'eau douce et de limon par l'usine EDF de Saint-Chamas. Sur l'ensemble des communes riveraines, le taux de participation a dépassé hier les 43%. Nous avons prouvé, me semble-t-il, que les populations riveraines de l'étang pouvaient se mobiliser pour un objectif majeur. Dès demain, les maires des 12 communes participantes vont donc se réunir pour rédiger un programme d'action qui sera ensuite présenté au Premier ministre, au ministre de l'Environnement et au ministre de l'Industrie. Objectif, faire réagir les pouvoirs publics. Du côté d'EDF, le résultat de ce référendum ne surprend pas. La production d'électricité est un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une consultation qui peut nous conduire à modifier l'exploitation ou à fermer la centrale de Saint-Chamas. Rien ne va changer? Non, on confirme simplement que nous, on est prêts à participer à un plan de reconquête global de sauvegarde donc de l'étang de Berre. EDF fait aujourd'hui figure d'accusé majeur. Son rôle négatif sur l'équilibre de l'étang est incontestable. Mais la pollution urbaine ne peut être niée pour autant. Les maires des communes riveraines n'ont pourtant nul besoin d'un référendum pour rénover leur station d'épuration. Le plan de sauvetage de l'étang de Berre doit être global pour être vraiment efficace. Ils vivent loin, très loin, sur un archipel à 3000 km de l'Australie. La population là-bas est à peine supérieure à 700 000 habitants. Mais les bougres jouent bien au rugby et font peur à la France malgré leur défaite contre le Canada. Il s'agit des Fidjiens. France-Fidji, c'est demain à 20 h et c'est le grand choc des attaquants. Les deux équipes aiment en effet passer à l'offensive, même si les Fidjiens font figure d'outsiders. Pour se mettre dans le bain, ils se sont entraînés à Bayonne. Jean-Philippe Guilleun et Philippe Jasselin étaient là. En compagnie des Samoans, les joueurs fidjiens apportent la touche d'exotisme de la Coupe du Monde. Les Fidjiens pratiquent le rugby comme les Brésiliens le football. Règle essentielle, se faire plaisir sur le terrain. Un plaisir qui passe essentiellement par le maniement du ballon au détriment des mouvements défensifs. Autant dire que la mêlée fermée n'est pas leur phase de jeu préférée. C'est vrai, c'était notre faiblesse, mais nous avons beaucoup travaillé notre défense et maintenant, je pense qu'elle est vraiment bonne. 6 fois champions du monde de rugby à 7, les Fidjiens adorent le jeu ouvert, la passe lumineuse, l'essai de 80 mètres. Très rapides et particulièrement inspirés en attaque, ils profitent de l'expérience de leurs puissants voisins australiens et néo-zélandais pour parfaire leur technique collective pendant des stages ou des tournois. Et même si sous la pluie, face au Canada, ils ont raté leur entrée dans cette Coupe du Monde, leur confiance reste intacte. Je préfère ne rien dire pour le moment, car nous n'avons pas joué contre la France depuis le quart de finale de 1987. Mais je pense que les Français sont battables. Emmenés par leur capitaine de 118 kg pour 1,80 m, les Fidjiens espèrent enfin ajouter la stratégie à l'esthétique. Comme les All Blacks, ils sont devenus de véritables ambassadeurs pour leur pays et grâce au rugby, obtiennent facilement un emploi qui leur laisse suffisamment de temps libre pour l'entraînement. Ils redoutent encore les températures trop fraîches, mais leur audace et leur dynamisme devraient leur permettre de progresser très rapidement dans les prochaines années. Le jeune ouvrier en bâtiment Larry Fortensky doit être à la fois heureux et angoissé. Heureux parce que lui, l'anonyme, épouse l'une des femmes les plus célèbres du monde, Liz Taylor, de 20 ans son aînée. Angoissé parce que Liz Taylor se marie pour la 8e fois. Larry prie pour qu'il n'y ait pas de 9e. La légende du Far West au théâtre avec Calamity Jane et Agnès Soral. Vous vous souvenez sûrement de son rôle de punk dans Ciao Pantin. Pour la 2e fois, elle monte sur les planches d'un théâtre et c'est à Montparnasse. Reportage Dominique Poncet, Marie-Hélène Roqueton. C'est vrai que vous parlez toutes les langues indiennes? Quelques-unes. Que vous avez été dans toutes les tribus? À peu près, oui. Et que vous leur traduisiez la Bible? Calamity Jane, elle vécut bride abattue, tour à tour, chasseuse de primes, chercheur d'or, tenancière de saloon, avant de finir cavalière dans le cirque de Buffalo Bill.
Mais cette reine du lasso au caractère d'acier ne fut pas qu'un garçon manqué. Ce fut aussi une femme meurtrie d'avoir dû abandonner son enfant. Cette pétroleuse au cœur tendre et au langage de feu, c'est une Agnès Soral méconnaissable qui l'a fait revivre. Comment dire non à ça, quoi? C'est un rôle qui est énorme, j'ai l'impression d'être un chercheur d'or tous les soirs. Monsieur Chauffeur, croyez bien qu'il m'en coûte, mais si vous ne vous écartez pas, je vous explose le genou. Quand j'ai plus d'argent, je paye avec du plomb. C'est vrai que j'ai dû mettre ma féminité au placard pour la scène. Mais je trouve ça... J'aime bien jouer des personnages ingrats. Je me sens stupide et moche. Vous avez un charme absolu, soyez vous-même, et tout ira bien. Ouais, sûrement. Ce qui m'a intéressé d'abord, c'est son côté femme blessée. C'est sa fêlure, c'est faire comprendre aux gens que quelqu'un avec une grande gueule peut avoir un cœur d'or. Je trouve ça touchant. Oh, mais quel choupi quand même. Jenny, ça t'intéresse pas ce que je te raconte? Tu sais à qui tu ressembles quand tu fais cette tête-là, Bridget Grimm? Ah bah quand même. C'est important aussi de se souvenir qu'à un moment donné, c'était dur d'être une femme, surtout au Far West, dans un monde de fêlés, et où d'être une femme, c'était anachronique. Je t'aime, parce que tu m'aimes. Et si vous aimez la télé, lisez Le désordre et la vie de Jacques Chancel, publié par Grasset. Bonsoir Jacques Chancel. Bonsoir. Alors la vie, on comprend. Mais pourquoi le désordre? Le désordre parce que c'est peut-être la face généreuse de l'ordre. Moi, je dis souvent que l'ordre, lorsque c'est l'ordre Pinochet, lorsque c'est l'ordre de Cuba, lorsque c'est l'ordre soviétique, ça ne me plaît pas tellement. Alors c'est une autre manière peut-être de regarder l'ordre et d'inventer le désordre. Et parfois je dis aussi que pour faire 4, il ne faut pas faire 2 plus 2, il faut faire 5 moins 1. Comme ça, il y a un supplément d'âme. Mais à la vérité, ce sont les petites minutes retenues de ce qui peut se passer peut-être dans une vie. Ce sont là 4 années, 1988, 1989, 90 et 91, et je tiens ce journal depuis maintenant l'âge de 14 ans. Alors c'est une manière pour moi de réfléchir sur les événements, de me laisser aller comme ça quotidiennement, et puis peut-être de permettre à ceux qui pourront me lire de comparer, de mettre en parallèle ce que je peux raconter et ce qu'ils ont eux-mêmes vécu dans les mêmes moments. Alors l'homme de radioscopie du Grand Échiquier écrit « La télé est devenue un immense casino défiguré par des croupiers qui n'ont pas le moindre métier ». C'est sévère. Oui, c'est très sévère, mais parfois il y a des coups de griffe parce que ce sont des coups de cœur, ce sont des coups de griffe, c'est de la colère, c'est aussi parfois de la tendresse, mais si je dois parler de FR3 et si je dois parler des jeux, nous avons Question pour un champion et ça c'est un très bon jeu. Et je serais même tenté de dire que c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de la télévision. Mais ce qui me paraît important surtout, c'est de regarder à ma manière et que les autres puissent comparer mon regard avec le leur. Les événements en Union soviétique, je suis beaucoup allé, j'ai fait là-bas un grand échiquier, Israël où j'ai composé vraiment un autre échiquier, où j'ai beaucoup travaillé depuis très longtemps, puis aussi d'assurer une rencontre avec des personnages que l'on ne connaissait pas au moment où je les ai rencontrés, comme Yourcenar, comme Albert Cohen, comme Georges Louis Borges, et puis beaucoup d'autres. Comme Adjani, comme Barrault, qui défile dans cette chronique d'un parcours à la télé. Même Pol Pot, même l'Indochine défile. Et d'un parcours qui n'est pas achevé. Merci Jacques Chancel. C'est la fin de ce 19-20. Vous êtes sévère avec nous quand on déborde. Alors on débordera pas. Seuls les commencements sont beaux. Prochain rendez-vous avec la rédaction.